Bonjour, bienvenue à tous à cette édition matinale dont voici le sommaire. La motion de suspension de l'intersyndicale de la maternelle du primaire intervenue hier est contestée par la base. Les écoles sont toujours désertes. Gildas Bokovo nous confirme la contestation dans cette édition matinale. Journée internationale de la francophonie, c'était hier, mardi 20 mars. Langue française, notre trait d'union pour agir, c'est le thème de cette édition. Et pour l'événement, une quinzaine de la francophonie est organisée. Et puis nous parlerons en paille sport du tir, qui est une action permettant aux footballeurs d'expédier le ballon dans l'objectif de marquer un but dans le camp adverse. Les détails dans ce journal. L'intersyndicale de l'enseignement primaire a levé sa motion de suspension, sa motion de grève depuis avant-hier. Dans les réseaux sociaux, des rumeurs circulent et des contestations sur le terrain. Les écoles sont restées dans leur état de coup de débrayage. Suivez. École primaire publique de Ouagadougou ce mardi matin. L'établissement présente un triste visage. Les classes sont entièrement fermées. Pas de mouvement humain depuis des jours. La décision de suspension de grève de l'intersyndicale de la maternelle et du primaire, avec invitation faite aux enseignants d'être en poste dès ce mardi, n'a aucun effet ici, dans cette école où officie le porte-parole du Front pour le primaire dans le Borgou. La grève se poursuit parce que c'est un groupuscule réduit à eux-mêmes qui a fait une suspension pour des 10 avancées. C'est eux seuls qui savent ce qu'ils mettent dans avancées. C'est eux seuls qui apprécient. Et d'ailleurs, dans la déontologie du syndicat, quand des mouvements sont lancés, les mouvements sont lancés avec les militants à la base. Et quand on est satisfait, c'est à la base, quand il y a eu des avancées ou si des points sont satisfaits, c'est à la base qu'on revient et on apprécie les avancées avec la base. Et c'est à la base de donner la conduite à suivre. Quelques jours plus tôt, vendredi 16 mars dernier, la base dans le Borgou a décidé à l'école primaire publique OCBN de la poursuite du mouvement de grève. Les militants ont demandé de la poursuite des mouvements de grève. Et c'est ce qui se passe maintenant. Si vous allez dans les écoles, vous allez voir. D'ailleurs, hier, vous avez constaté que les écoles et collèges étaient fermés hermétiquement. C'est plutôt formel. À l'école primaire publique Bioguera 3, tout est fermé, ce depuis le portail. Au complexe d'école centre aussi, aucun signe d'enseignant ni d'écolier. Des salles fermées vous accueillent. L'école béninoise reprendra-t-elle vie normale de sitôt si l'on condamne encore l'annonce d'une levée de grève? Nous sommes des patriotes et nous voulons un mieux-être pour l'école béninoise. C'est pourquoi tout ce que nous sommes en train de demander, c'est pour de meilleures conditions de vie et de travail de ceux-là qui forment l'élite de demain. Donc, nous sommes plus patriotes que ceux qui ont sacrifié les enfants pendant 2 mois et sans rien venir présenter à la base, restent au sommet et décrètent une suspension. Ça, c'est un crime. Nous sommes sereins et nous voudrions appeler tous les enseignants en lutte à ne pas écouter ce que ceux-là ils sont en train de dire. Situation de bruit dans l'éducation et même dans le mouvement syndical. Élèves, parents d'élèves et responsables des établissements privés continuent leur prière et gardent l'espoir que l'année scolaire sera sauvée même à la dernière minute. Un fait de société à présent, la bague est un bijou qui entre dans l'habillement aussi bien des hommes que des femmes. Un objet d'esthétique qui, placé au doigt, joue plusieurs rôles dans la vie de son utilisateur. En voici l'illustration à travers ce reportage. Où nous attend Emmanuel Odilon Kokoubou. Précieux qui se porte au doigt pour de diverses raisons. Dans des relations amoureuses, elle joue un rôle très important. Il y a les bagues de fiançailles, il y a aussi les bagues de mariage que les hommes mariés portent. Et il y a des bagues de l'alliance pour le mariage. Moi, c'est pour l'alliance du mariage. Très esthétique, la bague est également portée au doigt par plaisir. La bague qu'il a portée là, c'est tout juste pour la beauté.
J'ai seulement porté ça pour la forme, sinon ce n'est rien. Ça ne joue pas un rôle, j'ai seulement porté ça pour la forme. Nous, les femmes, on porte des bagues pour la beauté. Compte tenu des réalités spirituelles en Afrique, la bague n'est pas seulement portée pour le plaisir ou pour des raisons sentimentales. Ce anneau est tout de même mis au doigt pour la sécurité de son porteur. Moi, j'ai porté la bague contre les accidents de route. En cas d'accident, moi, je suis épargné. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est contre les accidents, moi, je n'ai pas autre à part celle-ci. Bon, cette bague que j'ai au doigt, ça a un rôle protecteur. Comme on est en Afrique, il y a les esprits maléfiques, donc ça me protège contre les esprits. Bon, il y a d'autres personnes qui portent des bagues contre accidents, contre tout ce qui veut. Les empoisonnements et les envoûtements aussi. Quel que soit son rôle au doigt, la bague continue d'avoir son utilité dans la société. Faisons maintenant un tour à Cotonou. Nous attend Emmanuel Odilon Kokoubou pour la suite de cette édition. Bonjour Hippolyte, mesdames, messieurs, bonjour. Hier 20 mars, c'était la journée internationale de la francophonie. Thème retenu cette année, langue française, notre trait d'union pour agir. Le Bénin n'est pas resté en marge de la commémoration de l'édition 2018 de cette journée. Il est initié comme de coutume une quinzaine de la francophonie. Peko Mamer Aladaye et Charbel Kiki ont rencontré le secrétaire général de la Commission nationale permanente de la francophonie, le professeur Adolphe Kpachavi, parle du thème du jour et du sens que revêt la journée internationale de la francophonie. Le thème de cette journée, c'est langue française, notre trait d'union pour agir. Nous avons en commun cette langue-là, qui est notre langue maternelle, notre langue de travail, notre langue de formation, notre langue pour les affaires, la langue de communication, etc., etc. C'est ça le trait d'union. 84 pays ont ensemble un certain nombre de défis aujourd'hui à relever. Défis de la mondialisation, défis du terrorisme, défis économiques. Donc c'est ça notre trait d'union, nous devons nous mettre ensemble. Aucun pays seul aujourd'hui ne peut faire face à ces défis. Il faudrait que nous nous mettions ensemble, il faudrait que nous mutualisions nos expériences, il faudrait que nous mutualisions nos expertises, il faudrait que nous mutualisions tout ce que nous avons comme savoir et savoir-faire dans cet espace francophone pour peser, pour faire face aux grands défis du développement aujourd'hui. Les questions de l'emploi, de l'employabilité, de l'entrepreneuriat des jeunes, c'est un trait d'union à tous les pays, mais aucun pays ne peut y faire face seul. Il faudrait que nous nous mettions absolument ensemble. C'est ça le trait d'union entre nous, c'est ça le trait d'union pour agir ensemble, pour faire face à ces différents défis. Depuis, disons, 1999, où nous avons commencé par célébrer la journée internationale de la francophonie au Bénin, nous organisons ces manifestations sous forme de quinzaine de la francophonie. Parce que la journée de la francophonie ne se limite pas seulement au 20 mars. D'ailleurs, nous avions déjà commencé depuis le 15 mars dernier. Les activités ou les manifestations qui sont prévues, il y en a une vingtaine qui sont prévues sur l'ensemble du territoire national. C'est à la fois des activités culturelles, des activités de promotion de la langue française, des activités scientifiques, des activités sportives et puis des activités de solidarité aussi envers les groupes vulnérables. Donc le 15 mars dernier, au ministère des Affaires étrangères, nous avons procédé au lancement de la quinzaine de la francophonie. Il y a deux chose importante. La première chose, c'est que le ministre des Affaires étrangères profite de cette occasion pour faire le point de la coopération entre le Bénin et l'Organisation internationale de la francophonie, pour faire la visibilité sur tout ce que nous avions fait, tout ce que nous projetons, ce que nous projetons de faire avec la francophonie les années à venir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, c'est cette année, c'est que
Nous avions fait une conférence, nous avons essayé d'initier une conférence de lancement qui a été donnée par le bâtonnier Jacques Migan, que vous connaissez très bien. Francophonie et consolidation de l'état de droit, quelles sont les implications pour la coopération internationale? Donc c'est cette conférence-là qui a permis de lancer les activités. J'avais oublié de dire que, en fait, dans le cadre du jeu concours promotion de l'excellence dans les lycées et collèges du Bénin, et que la phase finale a eu lieu le samedi dernier déjà. Donc nous nous apprêtons pour aller à Niamey pour la phase internationale. Et je dois vous dire que le Bénin a déjà sélectionné ses 14 lauréats de par promotion de la 6e jusqu'en terminale. Donc nous allons nous retrouver bientôt à Niamey pour la compétition internationale. Souhaitez-nous bonne chance pour que nous revenions avec les prix. Alors je souhaite à toute la communauté francophone une excellente fête de la francophonie. À très bientôt. D'une célébration à une autre, hier 20 mars, c'est aussi la journée mondiale du conte. Les années passent et le conte se meurt. Les programmes télévisuels et les défis du progrès social mettent à mal le développement de cet art éducatif et distractif. L'état des lieux du conte et sa probable modernisation, c'est avec ce reportage de Maro Fabiola Boussari et René Arrossi. Il était une fois mon pays, ma nation, dans la Gadoue. Et c'est ainsi que depuis des années, le conte débute et se raconte. Des histoires de fées se transmettent de bouche à oreille et de génération en génération. Au clair de lune, dans les salles de cinéma ou encore au théâtre, le récit du conte a un but de divertissement, mais aussi et surtout d'éducation des jeunes à une prise de conscience sur différents faits de la société. Avec la modernisation grandissante, le conte va bien au-delà de son aspect oral, distractif et éducatif. Le conte est d'abord et avant tout un récit imaginaire. C'est le fait de raconter des choses qui n'ont jamais existé, mais qu'on croit pouvoir exister pour aider à la prise de conscience, pour aider à la rénovation de la morale dans une communauté. Il peut être aussi écrit ou transcrit, il peut être dessiné et il peut avoir multiples formes, pourvu que ça rentre dans une dynamique d'appel à ce qu'on appelle en formation dramatique ou dramaturgique l'image mentale. Donc le conte fait appel à l'image mentale. Lorsqu'on dit par exemple le conte s'envole, vole, roule et tombe dans un village où il y a des hommes sans âge. Lorsque je suis en train de raconter cette histoire, vous allez voir que chacun à son niveau serait en train de dessiner dans sa tête ce vieillard avec la barbe. Il est de nos jours très rare de surprendre des soirées éveillées contes. Ces dernières n'existent pratiquement plus, ceci pour plusieurs raisons que justifient les professionnels de l'art. La cause de ce phénomène de disparition, de tentative de disparition du conte, vient dans le développement d'abord de la télévision. Le développement de la télévision avec les programmes télévisuels qu'on propose aux gens. Et ces derniers temps, ça devient plus grave avec le développement du numérique. Quand vous rentrez dans nos villages encore existants, vous sentez des vestiges, des survivances de ces veillées de contes. Mais à côté de nous et dans nos grandes villes, ça recule parce que l'espace n'a pas intégré qui nous sommes. L'urbanisation n'a pas intégré qui nous sommes. Parce que qui nous sommes, c'est aussi un pan des veillées de contes. L'homme également étant pris dans la violente tempête du progrès social, perd progressivement l'intérêt de ce loisir. L'homme d'aujourd'hui, harcelé économiquement, et devant faire des efforts pour être responsable devant son ménage, devant la belle famille, sacrifie ce loisir. Les gens ne vont même plus dans les salles pour les regarder, des films ou du conte ou du spectacle de conte et autres. Mais bon, voilà, l'éducation est à réinventer. Le retour à la tradition est une chose à recréer. Sous quel aspect donc recréer et redonner vie au conte?
élément phare du développement culturel. Ce qui est créé comme média qui lutte contre la résistance du conte, qui est la télévision et le cinéma, les cinéastes peuvent mettre cela à leur profit pour transformer ce qui est un problème en un avantage indéniable. Nous devons faire ainsi. Et donc utiliser la télévision comme canal pour à nouveau donner vie au conte. Utiliser la radio comme canal pour à nouveau donner vie au conte, parce qu'ils sont par excellence, la radio et la télévision, des canaux oraux. Mais ça, c'est l'État qui prend engagement, il prend date. Le conte disparaît pour laisser place aux telenovelas imposées par l'avancée des nouvelles technologies, de même qu'un désintérêt se remarque en raison des différentes charges du progrès qui incombent à l'homme. Mais il est important de revenir à la tradition en modernisant l'art pour l'insérer dans les divers canaux que proposent les technologies nouvelles afin de promouvoir notre culture, élément important de développement. Je préfère 1000 fois mourir que de t'épouser, toi. On finit avec cette affaire dite de faux médicaments qui continue de défrayer la chronique, des peines d'emprisonnement et de lourdes amendes pour les grossistes répartiteurs du secteur de la pharmacie. C'est le verdict qui découle de cette audience tenue la semaine écoulée. À ce propos, nous avons tendu notre micro au porte-parole de l'intersyndicale des pharmaciens du Bénin qui nous donne ici sa lecture de cette actualité. On va écouter le docteur Louis Coupé-Medji sur des propos recueillis par Émeric Okupeli et Lazare Ronsard. Nous avons suivi le procès et puis le verdict est tombé. Et nous avons dit au niveau de l'intersyndicale que nous sommes juste surpris par le verdict compte tenu d'un certain nombre de raisons sur lesquelles je ne voudrais pas revenir ici. Et donc par rapport à cela, que nous respectons la décision de justice. Ce que je voudrais réfuter ici, et de façon catégorique, c'est la communication qui est révélée dans les médias et qui fait croire que nous, pharmaciens d'officine, nous avons des faux médicaments dans nos officines de pharmacie. Mais ce que je veux dire, et pour rassurer les populations, c'est que les officines de pharmacie sont des établissements de santé légalement autorisés et qui sont sous contrôle de l'administration publique, notamment de la direction de la pharmacie et du laboratoire national de contrôle de qualité. Et j'ai pu amener, pour vous pouvoir apporter la preuve de mes affirmations, des certificats d'analyse, des médicaments qui ont été prélevés au niveau d'un certain nombre de pharmacies ces 4 dernières années par le laboratoire national de contrôle de qualité. Et à aucun moment, il n'a été reproché à une quelconque pharmacie d'avoir mis en vente des médicaments falsifiés. Les seuls lieux où on peut encore trouver des médicaments de qualité, ce sont les pharmacies. Pourquoi? Parce qu'elles sont sous le contrôle de l'État, dont la responsabilité est de veiller à la protection des citoyens. Mais les médicaments sont importés dans le pays sous le contrôle de l'État. Les industries pharmaceutiques sont éparpillées à l'étranger dans beaucoup de pays, donc on ne pourra pas vous dire exactement voilà le pays. Il est clair que le Bénin n'a pas d'industrie pharmaceutique là. Le peu qu'on a, les 2 qu'on a ne couvrent que 2% des besoins des Béninois. Donc nous sommes dépendants de l'étranger, 98%, que ce soit les pays asiatiques, les pays européens, ainsi de suite. Le gouvernement est dans ses prérogatives parce que c'est à lui que la Constitution a confié la mission de rendre accessible la santé à tous les citoyens. Et de ce point de vue, il revient au gouvernement, il appartient au gouvernement donc d'organiser le système de la santé de telle sorte qu'il soit au service de la population. Nous disons au niveau de l'intersyndicale et nous le maintenons que nous sommes totalement à la disposition donc, du gouvernement, des décideurs, pour apporter notre pierre à l'édifice.
Ce que nous prévoyons faire dans cette affaire, nous l'avons dit depuis le départ, c'est de ne poser aucun acte qui entrave la justice. Parce que tout autant comme les populations, nous aussi pharmaciens d'officine, nous sommes préoccupés de savoir ce qui s'est réellement passé dans le dossier qui est pendant devant la justice. Nous demandons et nous exhortons avec beaucoup de respect et de déférence le ministre de la Santé et le président de la République et l'autorité suprême de bien vouloir, l'audience ne se demande pas, bien entendu, dans les médias, mais nous avions déjà commencé par formaliser cette demande-là pour que les autorités nous reçoivent, pour que de concert, nous puissions opérer les réformes que nous savons tout de même qu'elles sont nécessaires et indispensables. Merci de nous suivre. Le journal se poursuit à Parago. Merci à vous, Emmanuel Odilon Kokobo. On poursuit ce journal avec un élément sport, le tir. Il faut dire que c'est une action qui permet aux footballeurs d'expédier le ballon dans l'objectif de marquer un but dans le camp adverse. Il existe plusieurs types de tirs et l'application pour le réussir est toute particulière. Suivons cet élément que nous propose Bruno Swali. Pour tout footballeur, marquer un but lors d'une rencontre est une chose importante qui procure une immense joie. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une étude du dernier geste décisif, celui qui concrétise la supériorité d'une équipe et que le chasseur de but invente et réactualise au fil des compétitions. Le tir au football consiste à expédier le ballon en force dans le but adverse par une frappe de balle avec pour première intention marquer un but. Il est donc important de le travailler. Il peut s'effectuer sur une balle à l'arrêt ou en mouvement, au sol ou en l'air. La trajectoire de tir est déterminée par la surface de contact utilisée, intérieur du pied ou du pied par exemple. Le tir nécessite des qualités techniques, position et orientation du corps, placement du pied d'appui, regard et précision. Des qualités physiques, puissance, coordination et vitesse d'exécution, des qualités morales, confiance en soi et prise de risque. Un tir peut être cadré, enlevé, trop enlevé, enroulé, rassole ou écrasé. Pour les partenaires démarqués ou les joueurs en position d'exécuter un coup de pied arrêté, les conditions sont souvent réunies pour réussir à battre le gardien d'un tir. Sur statistiques, à la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis, 46 buts sur les 151 ont été marqués à la suite des phases arrêtées telles le coup franc ou le penalty. Pour un tir, on utilise l'intérieur du pied pour les frappes très précises et d'une puissance limitée. Il est conseillé d'utiliser l'intérieur du pied pour les distances de 5 à 10 mètres du but adverse compte tenu de sa faible puissance. La frappe du coup de pied, elle est utilisée pour donner une trajectoire rasante tendue. Grâce à cette frappe, le ballon peut être propulsé à plus de 120 km/h. Elle est exécutée loin du but compte tenu de sa grande puissance. Le pointu, cette technique de tir est utilisée pour propulser le ballon au fond des filets. Le pointu est spécifique car il ne nécessite pas de dissociation entre la course et la frappe. Ce tir s'effectue à très faible et moyenne distance du but. L'extérieur du pied, frappe la plus difficile et la plus approximative, elle donne au ballon une rotation latérale. C'est également un tir qui peut s'effectuer à une distance assez lointaine du but, du fait que les muscles sollicités sont quasiment les mêmes que pour la frappe du coup de pied. En raison de sa difficulté à être réalisé, le tir de l'extérieur du pied est très rare au football. Roberto Carlos est un spécialiste de ce tir, notamment sur coup franc, le talon. Cette surface est utilisée lors des déviations exclusivement dans la surface de réparation. Il est très peu utilisé pour frapper, même si cela est possible. Dans la progression du football, avec l'excellence des gardiens de but et le renforcement des défenses, les attaquants trouvent refuge dans les frappes plus lointaines, plus rapides et plus spontanées. Frapper le ballon au football est un art. Il faut donc réunir plusieurs facteurs dont la préparation symbolisée par un élan, le facteur cognitif, moment de perception où le joueur prend les informations autour de lui. Ici, le joueur met en position et sollicite les muscles utilisés pour ce tir. Enfin, l'exécution où intervient l'impact de la jambe, l'armement et la finition. Plusieurs joueurs se sont illustrés dans l'exécution des tirs avec une dextérité déconcertante. On peut citer entre autres Michael Ballack, Steven Gerrard, Frank Lampard, Yaya Touré et Cristiano Ronaldo. À la pause, le Real file vers la victoire jusqu'à la 74e. Frappe monstrueuse de Plateux sur la barre avant Kushida ne bute sur Casillas. 80e, Marcelo met tout le monde d'accord. Le Real s'impose 2-0 et a un pied en quart de finale.
Voilà, c'est fini pour cette édition matinale. L'information revient dès qu'il sonnera 13h. Prenez le rendez-vous.